d'entreprendre, mon cœur s'est arrêté. En fait, j'avais envie, pendant les 40 minutes qui m'ont été données, de pousser un petit coup de gueule sur l'entrepreneuriat français et international de manière générale. Et peut-être de commencer par une histoire vraie. Il y a 2 ans, l'entreprise au bord duquel je suis, une très grande entreprise du retail, magnifique, leader mondial, 100 000 collaborateurs, s'est trouvée face à une situation hyper compliquée. On était autour d'une table ronde avec les actionnaires familiaux, la nouvelle équipe dirigeante, et puis les conseillers, à se poser la question en fait du pivot stratégique de cette entreprise, de cette aventure entrepreneuriale qui a 40 ans, et de se demander quel chemin prendre par rapport à la transformation totale des règles du jeu. 4 ans auparavant, les principaux concurrents de cette entreprise, c'était des boîtes similaires, avec des grands magasins en zone périurbaine, un peu partout dans le monde. Depuis 4 ans, le principal concurrent, c'est Amazon, avec une proposition de valeur qui est très différente de celle de l'entreprise dont je parle, beaucoup mieux disante d'un point de vue prix, beaucoup mieux disante d'un point de vue produit, beaucoup plus centrée sur les process, sur la logistique, sur la technologie que sur les hommes. Et l'entreprise à laquelle j'appartiens, en fait, elle n'est pas du tout fondée sur ces fondamentaux-là. C'est une entreprise qui est très, très, très française. Elle est très française, elle est très paternaliste, elle est très silotée, elle a un petit côté militaire. C'est un endroit où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, où on prend tellement soin des gens qu'on met 2 ans à prendre une décision. Donc c'est vraiment une entreprise caricaturalement française, une aventure entrepreneuriale du terroir, sur le territoire, qui a connu une expansion absolument extraordinaire. Et donc on était tous là, réunis, une petite vingtaine, autour de cette table, à se poser la question du futur de cette boîte, du futur en réalité des 100 000 familles qu'on fait vivre directement, et des centaines de milliers de personnes qui sont interdépendantes de cette organisation. Et là, en fait, ça a été pour moi, du haut de mes 33 ans, une aventure extraordinaire de voir des entrepreneurs, des vrais, se poser la question du sens et de l'essence de leur boîte. En se disant, aujourd'hui, on est à un espèce de chemin qui se divise en 2 parties. On peut essayer d'être compétitif, on peut essayer de se battre avec ces armes-là qui ne sont pas les nôtres, avec cette culture qui n'est pas la nôtre, qu'on appelle le libertarianisme, cette culture libertarienne. Ou alors on peut se dire qu'on essaye de faire la guerre avec des armes différentes et d'inventer un autre modèle de capitalisme éclairé, d'entrepreneuriat engagé. Ils ont décidé de capitaliser sur ce qu'ils ont appelé la singularité humaine, c'est-à-dire le fait que, oui, dans un monde où tout le monde se plateformise, eux vont utiliser les hommes, leurs collaborateurs, comme des plateformes. Et faire le pari à la fin que ceux qui vont faire la différence, la préférence client, et donc la performance économique, c'est leurs collaborateurs, qui, parce qu'ils auront trouvé du sens, de la reconnaissance, un acte de confiance immense de la part de leurs employeurs, de la part de ces entrepreneurs, se donneront à 300 000 %, s'engageront, et si on devait donner une définition de l'engagement dans l'entreprise, ça serait peut-être dépasser les frontières de la fiche de poste, s'engageront pour faire réussir cette stratégie qui est très audacieuse. Et pendant 48 heures, en fait, l'avenir de la boîte s'est joué, l'avenir de centaines de milliers de personnes s'est joué autour de cette question, quel est le sens et quelle est l'essence de notre organisation. Et il a fallu remonter pour cela aux fondateurs, patriarches dans le Nord, pour essayer de revenir en fait à quelles étaient leurs visions initiales, qu'est-ce qui les avait portés au moment où ils avaient commencé cette épopée entrepreneuriale. Et ce qui les avait portés, en fait, c'était d'agréger des hommes et des femmes dans un projet collectif qui fasse sens. Et in fine, de prendre soin des gens. Et le patriarche fondateur, qui est encore vivant, le rappelle de ces mots. Et donc forcément, quand vous avez une telle impulsion entrepreneuriale, une telle vision à l'origine de ce qui est devenu une gigantesque organisation, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre ce deuxième chemin.
Alors pourquoi je commence avec cette anecdote? Parce que je trouve qu'elle est très révélatrice du contexte dans lequel se trouvent nombre d'organisations aujourd'hui et des tergiversations dans lesquelles sont nombre de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs. Si on se dit que l'entreprise est le reflet d'une époque, qu'elle est le reflet d'une humanité à un instant T, alors l'entreprise dans laquelle on vit aujourd'hui, l'entreprise que l'on connaît, est en proie à de profondes transformations. Raison pour laquelle on est tous en train de se poser la question, que vous soyez manager, que vous soyez leader, que vous soyez chef d'entreprise, et a fortiori que vous soyez entrepreneur ou actionnaire d'aventure entrepreneuriale, on est tous aujourd'hui en train de se poser cette question de qu'est-ce que ça veut dire qu'entreprendre? Quels choix allons-nous faire pour nos organisations? Et qu'est-ce que ça veut dire du monde de demain? Alors, l'entreprise est le reflet de l'époque, forcément, puisqu'une entreprise, ça n'est qu'une agrégation d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se réunissent dans un projet collectif. Et quand on regarde un petit peu l'époque, il y a de quoi quand même se désespérer. Donc, avant d'arriver, j'ai tapé sur Google quelques mots-clés pour essayer de qualifier l'époque et de montrer à quel point, en fait, cette époque appelle à une refondation de ce qu'est l'entreprise et de ce que sont les entrepreneurs. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction massive de la planète. Cette fois-ci, l'homme en est la cause. C'est ce qu'on appelle l'extinction de l'Holocène. Selon la WWF, l'espèce humaine a annihilé 50% de la population animale depuis 1970. Il est même possible que d'ici 2048, les océans soient entièrement vides. La Terre a perdu un tiers de ses sols fertiles au cours des 40 dernières années, épuisés par les herbicides, pesticides et l'azote. Selon un rapport de l'ONU du mois d'octobre, nous n'avons plus que 12 ans pour endiguer le changement climatique et l'empêcher d'atteindre la hausse de 1,5 degré sur la moyenne de température mondiale, sinon les conséquences seront irréversibles. Aujourd'hui, nous voyons déjà apparaître des pathogènes résistants à toute forme d'antibiotiques connus et nous n'avons pas trouvé de solution thérapeutique à ce fléau qui approche. On n'a jamais été aussi nombreux sur la planète Terre. La population mondiale a quadruplé au cours du dernier siècle. Le nombre de centenaires à travers la planète devrait se multiplier par plus de 50 au cours de notre siècle, passant de 500 000 personnes à plus de 26 millions en 2100. Tout un système de soins va donc devoir être mis en place pour s'occuper d'eux. Et il faudra également repenser la force de travail et sans doute aussi l'immigration dans les pays développés pour permettre de soutenir la population vieillissante. Bon voilà, quelques éléments pour qualifier l'époque. L'entreprise est le reflet de l'époque. On vit une époque qu'on pourrait qualifier de post-moderne. Alors il y a Kofi Annan qui avait donné une définition assez jolie en fait de cette époque en disant voilà, dans une époque post-moderne, la génération dont je fais partie, les millennials, sont des héritiers sans héritage. La postmodernité, c'est l'idée en fait d'un changement d'ère global où tous les grands modèles économiques, philosophiques, sociétaux, environnementaux, politiques, idéologiques qui ont permis l'élaboration des sociétés modernes jusqu'à présent vont devoir être réinventés dans les années à venir. Ce n'est pas juste une révolution économique, ce n'est pas juste une révolution financière, ce n'est pas juste une révolution écologique. C'est tout ça en même temps. On vit une époque post-moderne, une époque post-matérialiste et en même temps hyper matérialiste. On consomme chaque année 1,7 planètes. On vit une époque post-démocratie, et puis on vit également une époque post-État. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur les 100 plus grandes économies mondiales, 69 sont des entreprises. Et donc dans ce monde à réinventer, qui a quelque chose quand même d'un peu apocalyptique quand on essaye de s'y pencher, quand on a le courage de s'y pencher, l'entreprise joue de facto un rôle absolument fondamental. Parce que si vous interrogez les Français, et il en serait probablement de même à l'échelle globale, aujourd'hui on n'a plus confiance dans les institutions politiques, on n'a plus confiance dans l'école, on n'a plus confiance dans les institutions syndicales, on a confiance dans les entreprises et on a confiance en l'armée. 69 sur 100 des plus grandes économies mondiales sont aujourd'hui des entreprises. Et les hommes et les femmes attendent de ces entreprises, dans un monde à repenser, dans un monde postmoderne, qu'elles s'engagent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nombre d'entreprises
sont concernés, préoccupés par cette espèce de pas de doigt que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est le premier sujet. Puis l'entreprise, c'est également le miroir de l'humanité du moment. Et justement, cette humanité, quelle est-elle? Alors aujourd'hui, on vit ce que Michel Serres a appelé la troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité, donc après l'écriture et l'imprimerie, le numérique, qui bouleverse tout, mais qui bouleverse essentiellement les hommes et les femmes que nous sommes. D'où le fait d'avoir des collaborateurs et des consommateurs, des citoyens qui vont façonner des organisations différentes. Mais en même temps qu'on a cette population extrêmement connectée, on a aussi vu se développer un nouveau rapport à l'entreprise. On avait fait avec The Boson Project une enquête il y a quelques années maintenant sur le rapport entretenu par les moins de 30 ans au monde de l'entreprise. Et on avait observé un phénomène très intéressant au niveau international, où jusqu'à présent, l'entreprise était considérée comme un moyen. Je m'engage dans une entreprise en échange de la sécurité pour les baby-boomers, de l'employabilité pour la génération des quadras, pour réussir ma vie en dehors. L'entreprise est un moyen de m'épanouir par ailleurs. La jeune génération qui arrive, qui ne croit plus en grand-chose, post-démocratie, majoritairement pour les jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui, et ça fait froid dans le dos quand on y pense, post-vérité, je vais pas revenir sur le contexte américain actuel. Aujourd'hui, cette population, qui a très peu de repères, elle attend énormément du monde de l'entreprise. Elle est le miroir de la stat que je vous ai citée tout à l'heure sur les Français, qui ont confiance dans les entreprises et dans les militaires. Ils attendent de l'entreprise en fait qu'elle soit pourvoyeuse de sens, qu'elle leur permette de grandir en tant qu'hommes et femmes. Qu'attendez-vous de l'entreprise? La première réponse qui a été donnée à ce questionnaire qu'on a fait dans plus de 60 pays, c'est que ça soit un lieu d'épanouissement de l'homme ou de la femme que je suis. On n'est plus du tout dans un rapport de moyens. On est dans un rapport de fin en soi. Mon aventure dans l'entreprise, mon aventure dans cette start-up, mon aventure dans ce grand groupe, doit me permettre de me réaliser, de me développer en tant qu'homme ou en tant que femme. Ça change tout. Ça change tout parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'entreprise a la responsabilité, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les managers, la responsabilité de cette confiance et de cette exigence. Et manifestement, quand on regarde les chiffres, en fait, cette responsabilité aujourd'hui, elle n'est pas assumée, puisque en parallèle de ça, on peut mettre les enquêtes Gallup qui citent 91% de collaborateurs désengagés. Soit ils sont hautement désengagés, soit ils sont juste pas engagés. On peut se dire que dans un contexte où 99% des boîtes doivent se réinventer, on a quand même un sacré sujet, parce que si personne ne s'engage, il n'y aura pas de transformation. L'entreprise, elle est donc au carrefour de cette époque qui est en profonde transformation et qui exige d'elle qu'elle prenne des responsabilités, et de cette humanité qui est en profonde mutation et qui attend d'elle beaucoup plus qu'elle ne peut donner à l'heure actuelle. Et ça, c'est une super nouvelle, en fait, parce que ça veut dire qu'au carrefour de ces deux transformations, il y a une vraie réflexion à mener sur, aujourd'hui, le rôle et la responsabilité des entreprises dans la cité. Si on zoome encore un petit peu davantage sur ce qui transforme, pousse à la transformation, pousse à cette réflexion philosophique sur le sens et l'essence de l'entrepreneuriat et des entreprises aujourd'hui, on arrive à des espèces de paradoxes ou d'équations qui incarnent tout ce que je viens de vous raconter. Aujourd'hui, la valorisation boursière de Hyatt plus Marriott, qui cumule à eux deux 152 ans d'aventure entrepreneuriale, est inférieure à celle de Airbnb, qui a été cotée en 2012 et qui ne possède en propre aucune chambre. J'ai lu récemment dans le livre de Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, une phrase qui m'a rendu dingue. Alors sa phrase est juste, et c'est pas lui qui m'a rendu dingue, mais c'est ce que ça représente. Et cette phrase, c'est la suivante. L'application WhatsApp, avec ses 55 salariés, a créé plus de valeur, puisqu'elle a été revendue 24 milliards à Facebook,
que Peugeot, qui a été revendu pour moitié moins et qui comptait 192 000 salariés. Et là, en fait, la messe est dite. La messe est dite parce que dans cette phrase, vous avez tous les tenants et les aboutissants de cette croisée des chemins dont je parle. Ok, très bien. Du coup, quand on est un entrepreneur, quel choix on fait? Qu'est-ce que ça veut dire que créer de la valeur? Qu'est-ce que ça veut dire que monter une boîte? Est-ce que les start-upers d'aujourd'hui sont à l'image de ce que je viens de vous raconter? Est-ce que les capitaines d'industrie sont à la hauteur des enjeux que l'époque et les hommes exigent? Justement, si on arrive sur ce sujet de l'entrepreneur, en se disant très bien, nous sommes dans un momentum un peu particulier, l'entreprise a aujourd'hui plus que jamais un rôle à jouer. Qu'en est-il des entrepreneurs? Je me suis interrogée sur la définition de l'entrepreneur en philosophie. Alors en fait, il y a assez peu de choses en philosophie sur l'entrepreneur en tant que tel et l'entreprise de manière générale, mais j'ai trouvé un philosophe italien qui s'appelle Vico, qui a développé une notion qui est assez proche en fait de l'agir entrepreneurial. Ça s'appelle l'ingénium. C'est cette faculté de l'esprit humain qui permet de relier de manière rapide, appropriée et heureuse les choses séparées. Faculté avant tout synthétique. Ingénium exprime, lorsqu'il s'agit de l'homme, l'élément inné en lui de productivité, de créativité, de capacité de dépasser, de transformer le donné, qu'il s'agit de la spéculation intellectuelle, de la création poétique et artistique, du discours persuasif, des innovations techniques, des pratiques sociales et politiques. Je trouve que c'est une magnifique définition, en fait, de l'entrepreneur. Définition philosophique. Si maintenant on arrive dans le monde de l'entreprise, quelle définition on donne de cet entrepreneur-là quand on interroge le corps social, ce qui est mon métier au quotidien? On a interrogé, là encore, des milliers de collaborateurs dans plusieurs pays, sur le regard qu'ils portaient sur ce chef, ce leader, cet entrepreneur en capacité aujourd'hui de répondre à leurs attentes individuelles, collectives, sociétales, globales. Ils nous ont donné 3 mots qui sont intéressants. Le leader de demain, cet entrepreneur dont on parle beaucoup et que l'on voit très peu, il a 3 qualités: l'empathie, la transparence et la fragilité. 3 qualités qu'ils ont réunies sous le vocable « juste quelqu'un de bien », sachant qu'on leur avait proposé plein de façons différentes d'appréhender cet entrepreneur-là. Est-ce que c'est un pionnier, celui qui montre la voie? Est-ce que c'est un straight guy, celui qui coche toutes les cases? Est-ce que c'est un expert, celui qu'on reconnaît pour son expertise et ses connaissances? Non, c'était juste quelqu'un de bien. Quand on creuse, en fait, en qualitatif, ces 3 notions, l'empathie, la transparence et la fragilité, on arrive sur des choses qui sont loin d'être idéalistes. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de chacun de ces hommes, avec un grand H. Et moi qui ai la chance d'être officier de réserve pour la Marine nationale, j'ai compris en fait ce qui fait l'étoffe des chefs, et donc l'étoffe d'entrepreneurs dignes de ce nom, en embarquant sur des porte-hélicoptères et en côtoyant des commandants, des pachas de la Marine nationale, qui ont physiquement, émotionnellement, intellectuellement la capacité de se mettre à la place de chacun de leurs hommes. Pour une raison très simple, c'est que s'ils ne sont pas à l'image de ce leader-là, alors ils n'engagent pas et personne ne les suit. La transparence, c'est la congruence entre ce que l'homme ou la femme est et ce qu'il impulse dans l'organisation. C'est l'idée qu'en réalité, si on pousse le fil, on ne pourrait pas avoir n'importe quel leader, n'importe quel entrepreneur à la tête de n'importe quelle boîte. Parce qu'il faut qu'il y ait une adéquation de valeurs. Parce qu'il faut que l'homme ou la femme tout entier se donne dans cette entreprise, au sens littéral du terme. La transparence, c'est l'éthique. Le poète Pierre Réverdy en donnait une définition magnifique, l'esthétique du dedans. La transparence, ça veut dire en fait, je suis aligné avec ce que je propose, avec ce que je fais, avec ce que je suis, avec ce que je donne à voir,
et avec la raison pour laquelle les gens me suivent. Empathie, transparence et fragilité, ça c'était probablement l'élément le plus intéressant à mettre en perspective de l'époque start-upienne qui est la nôtre. La fragilité, c'est le fait qu'on est encore plus chef, encore plus légitime, encore plus en capacité d'être suivi, qu'on est en capacité de partager ses fragilités, de dire qu'on n'a pas tout compris, de dire qu'on s'est planté, de dire qu'on n'a pas su faire seul, et de dire qu'on ne peut pas tout. Parce que s'il y a un critère sur l'humanité contemporaine, c'est bien celui-ci, c'est qu'elle est très consciente. Elle est extra-lucide, elle est super informée. Et n'importe quel collaborateur, consommateur ou citoyen informé aujourd'hui ne peut décemment pas entendre qu'il y a des super-héros, entrepreneurs, chefs d'entreprise, leaders de manière générale. Et que précisément parce que l'époque est complexe, précisément parce qu'elle est compliquée, précisément parce qu'elle amène à des décisions particulièrement lourdes de conséquences, on a besoin de leaders, d'entrepreneurs, en capacité de montrer leur fragilité et de les combler en s'associant à plus fort qu'eux. J'ai commencé par mon histoire, mon anecdote sur le monde du retail. J'ai poursuivi en vous expliquant qu'aujourd'hui, ce sont des enjeux qui touchent la plupart des organisations, pour la simple et bonne raison que toutes les entreprises, qu'elles soient civiles ou militaires, privées ou publiques, petites ou grosses, start-up ou pas start-up, licorne ou pas licorne, sont à la croisée de ces mondes-là. Quand on essaye de dessiner un petit peu la figure de l'entrepreneur, on arrive sur un espèce de gardien du temple, du sens aujourd'hui, de la congruence, de l'alignement, de l'éthique, de l'impact, de l'engagement. A-t-on vraiment le luxe aujourd'hui d'être entrepreneur sans être engagé ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et pourtant l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est en train d'ériger en super-héros des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs au sens que je viens de décrire, des start-upers qui sont les marionnettes d'un système financier qui marche sur la tête. Et on laisse de côté, on laisse dans l'ombre des gens qui d'ailleurs ne s'expriment pas et qui créent, qui entreprennent, qui fédèrent, qui s'engagent sur le territoire pour les gens et pour avoir de l'impact demain dans un monde à reconstruire. Ce qui est super intéressant quand on prend du recul par rapport à tout ça, c'est qu'on se dit, ok, en fait l'entreprise, plus que jamais, elle a une responsabilité à prendre, que l'époque exige et que les hommes exigent. Jamais l'entreprise n'a été autant couverte par les médias, autant au cœur de nos vies. Et pourtant, ce n'est pas de cette entreprise-là dont on parle. Ce n'est pas de ces entrepreneurs-là dont on parle. Ce qui est aussi très ironique, c'est de se dire que finalement, l'entrepreneuriat dont je vous parle, c'est une espèce de réinvention du paternalisme. C'est un entrepreneuriat humble, qui n'est pas shiny. Les gens ne sont pas beaux, ils ne lèvent pas des tonnes d'argent, ils ne font pas des super pitch, des elevator pitch. Mais en fait, quand ils rentrent le soir chez eux, ils ont la responsabilité de dizaines, de centaines, de milliers, de centaines de milliers de familles sur les épaules. Et croyez-moi, ils se posent la question de ce que être entrepreneur veut dire. En fait, je suis assez fâchée contre cette époque. Je la trouve complètement absurde. Je la trouve absurde parce qu'on est à un moment absolument charnière de l'histoire de l'humanité et qu'on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas et qu'on sait tous en réalité. Que quand on a la chance immense d'être à la tête de boîtes, on est à la tête de leviers d'impact absolument extraordinaires. Quand vous changez la politique d'une entreprise, vous changez la vie des gens. Quand vous décidez de changer la définition de la valeur d'une entreprise, vous changez la vie des sous-traitants, des fournisseurs, des partenaires, d'un territoire. Vous avez entre les mains un objet politique au sens noble du terme. Et aujourd'hui, alors que plus que jamais,
On a besoin de mettre en lumière ces épopées entrepreneuriales magnifiques, à la Michelin, à la Mullier, à la Yves Rocher, pour ne citer que des noms bien français. On vit un espèce de théâtre un peu bizarre, où on n'a plus d'yeux que pour d'autres, et pendant ce temps-là, on amoindrit l'engagement de ceux qui s'engagent. Alors oui, d'entreprendre, mon cœur s'est arrêté. Alors je n'ai pas du tout envie de vous déprimer, hein. Mais je pense qu'il est hyper important, il est absolument fondamental aujourd'hui de faire un espèce de wake-up call à destination de tous les chefs d'entreprise dignes de ce nom, des entrepreneurs qui se reconnaissent dans la définition que j'ai faite du chef, du leader, de l'entrepreneur. Des gens qui ont monté des boîtes, pas pour lever des fonds. Des investisseurs qui n'ont pas confondu l'entrepreneuriat avec un produit financier. Que tous ces gens-là, qui à un moment donné ont pris des risques, ont eu de l'audace, du courage, de l'abnégation, de la résilience, de l'humanité, du care, qui ont monté des boîtes et qui ont sué pour avoir 1 emploi, 2 emplois, 3 emplois. Quand j'ai monté ma boîte, le jour où j'ai signé un CDI, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de joie. Et moi, j'ai une toute petite entreprise. Mais c'est vrai pour tous les capitaines d'industrie, c'est vrai pour tous les chefs d'entreprise que j'accompagne. Chaque emploi est une victoire. Chaque politique progressiste est un levier d'impact. Et quand ils rentrent chez eux et qu'ils parlent à leurs enfants, ils ont besoin de pouvoir témoigner qu'ils font bouger les lignes pour de vrai. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est absolument indispensable de mettre en lumière ces entrepreneurs, de réhabiliter l'entrepreneuriat dans ce qu'il a de plus essentiel, de plus fondamental, de glorifier, si on le veut, les startups, parce que c'est super et qu'il y a plein de trucs super, c'est pas le sujet. Mais de ne pas quitter la proie pour l'ombre, et de ne pas oublier qu'à la fin, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on va laisser. C'est pas combien de millions, de centaines de millions on va lever. C'est comment est-ce qu'on va avoir l'audace d'impacter la vie des gens en positif. Pour conclure, je voulais citer un ami, Charles Pépin, qui est philosophe, qui est intervenu à un événement civilo-militaire qui s'appelle la Croisée des Mondes, sur l'héroïsme. Évidemment, c'est un sujet connexe avec notre sujet, parce qu'on traitait de la figure du héros, donc on se demandait est-ce que l'entrepreneur est un héros. Évidemment, ça m'a inspiré ce que je viens de vous raconter, avec parfois un peu d'émotion, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. On s'est posé la question, est-ce que le militaire est un héros? Est-ce que le combattant est un héros? Est-ce que la victime est un héros? Et Charles a fait un discours absolument extraordinaire sur ce qui freine l'héroïsme aujourd'hui. Et donc ce qui freine cette capacité à faire en sorte que les entrepreneurs, quels qu'ils soient, ceux qui se reconnaissent dans les valeurs que j'ai données, les fondamentaux que j'ai donnés, se lèvent et s'engagent encore davantage. Il a cité 3 notions. Le cynisme, l'ironie et le relativisme, qui sont pour lui en fait les 3 caractéristiques de l'époque. Et qui, si on arrive à les balayer, à les dépasser, permettraient de vivre une espèce d'émergence de nouveaux héros. En fait, il a fait un plaidoyer pour le premier degré. J'ai trouvé ça génial. Il a dit qu'il faut arrêter en fait de se monter la tête avec n'importe quoi, de chevaucher des licornes toute la sainte journée. Restons premier degré, restions terre à terre. Regardons les choses comme elles sont. C'est grave la merde et on a besoin que les gens s'engagent. Arrêtons le cynisme, arrêtons l'ironie, arrêtons le relativisme. Et peut-être alors
de battre, notre cœur pourra-t-il recommencer? Merci.